On me pose souvent la question, pourquoi les gens ne se réveillent-ils pas? Pourquoi ne comprennent-ils pas ce qui se passe? Pourquoi sont-ils tombés dans la propagande d'État? Pourquoi se sont-ils fait vacciner avec un produit qui n'avait jamais été testé et qui était en autorisation conditionnelle? Pourquoi soutiennent-ils l'Ukraine? Pourquoi votent-ils pour les bourreaux qui leur ont pris nos libertés? Pourquoi y a-t-il des gens qui ne sont pas influençables? Vous avez compris, nous parlons de la fabrique du consentement. Les gens influencés ont littéralement été hypnotisés, et je vais vous expliquer comment. Nous pensons tous que si nous voyons quelque chose, nous réfléchissons, et nous nous faisons notre propre opinion. Cependant, cette opinion a été fabriquée par la fabrique du consentement. Comment est-ce possible? La fabrique du consentement se divise en 5 points. Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Le meilleur exemple était le virus en 2020. Cela a été répété sans cesse à quel point le virus était dangereux et mortel. À un moment donné, les gens y croyaient. Cela a commencé avec l'apparition dans les médias mainstream d'experts qu'on peut appeler les experts légitimateurs, parce qu'ils ont été invités pour légitimer la doxa gouvernementale. L'autre objectif était de dénigrer ceux qui n'étaient mis pas dans cette doxa et qui n'étaient mais plus invités. Le meilleur exemple était le professeur Didier Raoult, qui, à répétition, était traité de charlatan par ses experts mainstream, et cela a été répété afin que cela se mette dans la tête de tout le monde. À la fin, on savait que Raoult était un charlatan, mais plus personne ne savait pourquoi. Encore des années après, les gens disent la même chose, mais ne savent pas répondre à la question. Pourquoi est-il un charlatan? Pareil pour le professeur Luc Montagnier de qui on disait qu'il était sénile. Nous croyons qu'en regardant la télévision, nous sommes bien informés puisque les médias parlent de beaucoup de choses et montrent les images. En amont cependant, les médias font une sélection de ce qui est montré et ce qui ne sera pas montré. En fait, ce qui n'est pas montré est le plus important dans la fabrique du consentement. Les choses qui dérangent ne sont pas montrées. Plusieurs exemples. Au début des Gilets jaunes, on pouvait voir les manifestations dans les médias. Très rapidement, ces manifestations n'ont plus été montrées, à part quelques scènes agressives ou de destruction pour nous donner une image complètement négative du déroulement de la manifestation. Un deuxième exemple est la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui a débuté en février 2022. L'histoire, d'après les médias, commence le 22 février 2022, sans parler de ce qui s'était passé avant, comme les accords de Minsk non respectés, la révolution du Maïdan, et le fait que l'Ukraine bombardait des populations civiles du Donbass en tuant 14 000 civils. Les médias font comme si c'est maintenant que nous commençons une nouvelle histoire mondiale et c'est pour cette raison qu'il faut intervenir et faire ceci ou cela, et qu'il n'y a pas d'alternative. Si par exemple, vous êtes dans un hôtel en train de vous servir au buffet pour le petit déjeuner, et si le buffet est bien garni, vous prenez ce qui vous plaît le mieux. Si par contre, le buffet n'est pas si bien garni, vous prenez ce qui est encore acceptable. Rares sont les personnes qui disent qu'il y a ceci ou cela qui manque. Cela veut dire que plus on réduit votre choix, moins vous pouvez penser aux choses qui ne sont pas présentes dans le choix. Par exemple, pour la crise grecque, nous disions que la faute était aux paresseux grecs, et on ne nous a pas laissé le choix de dire que ce n'étaient peut-être pas les Grecs qui étaient les fautifs, mais que nous avions une crise bancaire qui avait été causée par les banques, et surtout par les subprimes américains. Ici, c'est que les options qui ne sont pas présentes ne peuvent pas aider à se faire une opinion. Par exemple, ici en Europe, nous ne pouvons pas lire Russia Today, ce qui veut dire que, si nous ne pouvons pas entendre les arguments russes concernant la guerre, notre choix reste restreint sur ce qu'on nous sert, et nos discussions se tournent autour des choix qui nous restent. Par exemple, dans la guerre Russie contre Ukraine, il n'est question que de livrer des armes, et dès que quelqu'un comme Orban parle de paix, alors une vague d'indignation est déclenchée pour faire taire immédiatement ce qui ne rentre pas dans la fabrique du consentement. À partir du moment où l'opinion est déjà harmonisée, la voix qui va à l'encontre dérange. Nous sommes déjà sevrés sur l'autre avis. Cadrage et le choix des mots. Par exemple, quand les États-Unis ont pénétré l'Irak, la télévision disait que les Américains marchent sur l'Irak. Quand les Russes ont pénétré l'Ukraine, la télévision rapportait que les Russes ont envahi l'Ukraine et ils parlent de guerre. Marcher est donc un terme positif, et envahir ou une guerre sont des termes négatifs. En principe, les deux choses sont exactement pareilles. Ils parlent aussi de l'intervention humanitaire en Afghanistan.
mais ils parlent d'une attaque en violation du droit international de la part de la Russie. Un autre exemple est l'attentat sur Trump, qui vient d'avoir lieu, où CNN écrit sur son site que Trump est tombé, ou encore le Washington Post qui écrit qu'il y a des tirs qui ont été entendus lors du meeting de Donald Trump. Exagération. Une histoire qui en réalité n'a aucun sens est tellement médiatisée qu'elle finit par prendre une énorme ampleur. L'exemple ici est que Bardella a dit qu'il refuserait les binationaux dans des postes stratégiques. Les médias en ont fait que tous les binationaux devaient les quitter le territoire. Bardella parlait d'au maximum de 10 postes en France. Comme cette exagération a été répétée à longueur de journée, elle est devenue une vérité. Sans alternative. Faire en sorte qu'il n'y a aucune alternative et qu'aucune contradiction ne sera acceptée. Un très bon exemple est Greta Thunberg, qui a été portée pendant des années par les médias et s'est autorisée seulement un faux pas lorsqu'elle parle du génocide dans la bande de Gaza. À partir de ce moment, elle est totalement écartée des médias. Qui décide où on fait fausse route? La réponse est, c'est la fabrique du consentement qui décide qui continue sur la chaîne de production et qui ne le fait pas, qui est trié, et à quel moment et à quel endroit il est écarté. Imaginez une chaîne de conditionnement alimentaire dans une fabrique. Par exemple, s'il s'agit de pommes de terre et que le critère est qu'elles aient toutes la même taille, vous voyez alors sur la chaîne de production des pommes de terre être écartées et retirées. Conclusion. Si on ne peut plus remettre en question les données, nous sommes au-delà de la science, au-delà des Lumières, au-delà de la démocratie et au-delà de Hans-Georg Gadamer, qui dit qu'une discussion ne peut commencer et être significative que si l'autre peut fondamentalement avoir raison, si on lui accorde cela. Si je me positionne et dis que cette opinion qui va dans le sens opposé doit être interdite, alors nous sommes sur une voie très dangereuse. Et je m'étonne que le centre bourgeois n'ait pas encore suffisamment abordé ce sujet. J'ai l'impression que beaucoup de gens le remarquent, mais que la fabrique du consentement est tellement massive que beaucoup de gens se disent qu'il vaut mieux ne pas dire son opinion pour ne pas perdre son emploi par exemple. Dans ce cas, nous devons nous demander où en est la Constitution. Nous voyons par exemple émerger des lois qui disent que pour protéger la démocratie, il faut interdire tout ce qui est exprimé contre la science ou contre l'avis du gouvernement. Est-ce vraiment démocratique d'interdire la remise en question ? C'est ici que nous devons aussi parler de l'intelligence artificielle. Vous avez certainement remarqué, surtout si vous avez beaucoup d'abonnés sur Twitter par exemple, que si vous dites quelque chose qui est contraire à la pensée unique, que vous avez un tas de réponses de personnes qui vous attaquent. En regardant qui sont ces personnes, vous remarquez que ce sont des comptes qui viennent d'être créés et qui en réalité sont des trolls. Alors pourquoi il y a des gens qui n'ont pas été influençables par cette fabrique du consentement ? Ariane Bileran, une psychanalyste française, l'explique le mieux. Les croyants. Les croyants ont une foi profonde qui les guide et leur donne une perspective stable sur le monde. Leur croyance en des principes moraux et spirituels les rend moins susceptibles d'être influencés par des discours externes manipulatoires, car ils se réfèrent toujours à leurs convictions religieuses ou spirituelles. Les artisans. Les artisans sont concentrés sur leur savoir-faire et leur travail manuel. Leur engagement dans des activités concrètes et tangibles leur permet de rester ancrés dans la réalité, les rendant moins vulnérables aux manipulations de la propagande, qui repose souvent sur des abstractions et des concepts éloignés de leur quotidien. Ceux qui l'ont déjà vécu ou étudié, les personnes ayant déjà vécu des expériences de manipulation ou étudié les mécanismes de la propagande sont plus aptes à reconnaître les tentatives de manipulation. Leur connaissance et leur expérience leur permettent de discerner plus facilement les intentions derrière les messages propagandistes, les rendant moins susceptibles d'être influencés. Tout un chacun, et pas seulement ces trois catégories, peut à tout moment sortir de la soumission à la pensée unique obligatoire. Il faut faire confiance à son bon sens et évaluer la crédibilité de celui qui parle et la provenance de l'information. Après avoir regardé les informations à la télévision, il est essentiel de consulter des médias alternatifs pour entendre un autre point de vue avant de se forger une opinion. En élargissant nos sources d'information, nous pouvons mieux comprendre le monde et éviter de tomber dans la propagande.